C'est bon. Donc, s'il vous plaît, donc, à titre de rappel, donc, le schéma, ou bien l'architecture générale J2E qu'on a défini la dernière fois. Donc, vous avez la couche client, vous avez une couche web, d'accord, là où il y avait donc des servlettes et des pages GSP. Et vous avez donc une véritable couche métier, donc, qu'on a réalisée à travers un framework EGB. D'accord. Et donc, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on a créé des entités. Et par suite, on a défini ces entités dans le fichier persistence.xml, afin que, normalement, la couche, à travers la couche GPA, normalement, qui utilise Hibernate, qu'on puisse, normalement, les rendre, ces entités, les rendre, normalement, sous forme d'étapes. D'accord? Et ce qu'on a fait la dernière fois, donc, à partir des entités, on a créé des tables dans la base de données relationnelle. Et ceci dit, donc, normalement, il fallait, normalement, définir un data source. Et le data source, on l'a défini dans le fichier standalone.xml. Ça veut dire que le data source qu'on a défini, normalement, ça appartient au conteneur de servlet, au conteneur normalement de serveur. Et ceci dit que normalement, je peux normalement utiliser ce data source par n'importe quel composant, d'accord, du serveur d'application Weavefly. Normalement, ce qu'on a défini la dernière fois, on a défini donc un data source qui se lie avec la base de données. Et par conséquent, on a créé des entités que, normalement, à travers ces entités, normalement, on a pu les migrer vers des tables au niveau de la base de données relationnelle. D'accord? Et donc, normalement, ce data source, on les a publiés dans le GNDI. Vous le connaissez, donc GNDI. Donc, on a défini la dernière fois, normalement, c'est l'annuaire. C'est là, lorsque nous travaillons sur des applications distribuées, pour pouvoir accéder à un composant, on devrait passer par l'annuaire. C'est là où on va trouver le chemin complet de l'objet. D'accord? Et donc, ce data source, puisque normalement, ça appartient pas à la couche métier, ça appartient normalement au conteneur de serveur, ceci dit que normalement, il faut le déposer au niveau de l'annuaire. D'accord? Sinon, on a défini la dernière fois les entités. D'accord? Et donc, normalement, ce sont les entités, à travers les entités, normalement, ce sont des simples classes Java, qui sont forcément, ils devraient être sérialisables, et doivent comporter, on a dit, des getters et des setters, et un constructeur, donc sans paramètres. Et chaque entité, parce que par suite, on va utiliser la méthode persist normalement, pour le stocker au niveau de la base de données, chaque entité devrait posséder une clé primaire. Chaque entité devrait avoir une clé primaire définie par la notation @id. Donc, à travers les annotations, donc, on a dit la dernière fois que on peut manipuler ou définir les entités, soit à travers les annotations, soit à travers un fichier XML. D'accord? Et donc, on a opté la dernière fois d'utiliser les annotations parce que c'est plus facile, c'est plus pratique. D'accord? Et donc, on a vu la dernière fois donc pas mal d'annotations. Donc, le ID, le generate value, table pour donner le nom de la table, columns pour donner le nom de la colonne, etc. Donc aujourd'hui, ce que normalement nous allons voir, c'est comment manipuler ces entités, les entités EGB, comment on va les manipuler. Donc, on va les manipuler à travers, normalement, ce qu'on appelle le entity manager. Un entity manager. Et donc, cette entité manager, d'accord, ça possède normalement des méthodes. Donc là, vous avez la méthode, la première méthode, c'est la méthode persist. Donc, tout d'abord, entity manager est une classe qui permet la création et la suppression des instances d'entités persistantes et qui le retrouve à partir de leur clé primaire. D'où la nécessité d'utiliser une clé primaire normalement pour chaque entité. D'accord? Ça veut dire que je vais manipuler, là je ne vais pas introduire des véritables requêtes comme
on l'a fait donc pour normalement lorsqu'on a vu le code métier, lorsqu'on a travaillé manuellement. Donc là, on a vu le pattern singleton, on a vu le DAO factory. Normalement, on a implémenté les choses manuellement. Maintenant, c'est le framework qui va le faire à notre place. Et du coup, donc parmi les choses qui sont intéressantes, c'est que chaque entité devrait posséder une clé primaire. Et à travers cette clé primaire, je vais normalement manipuler donc l'entité dans la base de données. Donc là, vous avez pas mal normalement de méthodes dans normalement la classe entité manager. Et vous avez la première méthode, c'est la méthode persist. Donc persist, et là vous avez l'objet. Persist objet, ça veut dire que je vais stocker un objet. D'accord? Donc là, je ne vais pas créer donc des méthodes, je ne vais pas créer normalement des requêtes SQL. Donc directement, je vais dire que point persist et je donne le nom de l'objet. La méthode find, ça permet de chercher un objet dans une base de données à travers quoi? À travers le ID. D'accord? Et donc là, pour le find, vous avez deux paramètres. Le premier paramètre, en fait, c'est la classe de l'objet que vous cherchez. Le deuxième paramètre, c'est le ID. Et donc là, vous cherchez donc un objet. Donc ça va retourner un objet, une entité. Ça va retourner une entité. D'accord? Là où ça correspond avec le ID que vous cherchez. Vous avez remove. Ça permet de supprimer. Donc ça remplace la requête delete. Ok? Vous avez refresh. Ça permet de rafraîchir l'état de l'instance à partir de la base de données, c'est-à-dire une mise à jour, en écrasant les éventuelles modifications apportées à l'entité. Clear, supprimer l'entité indiquée du contexte de persistance. Donc là, vous avez plusieurs méthodes. On va essayer d'utiliser quelques méthodes. Donc, normalement, lorsque nous allons faire un démo, donc on va utiliser ces méthodes-là. Donc, sachant que ces méthodes-là sont manipulées à travers une classe qui s'appelle entité manager. D'accord, c'est entité manager. Ok, donc là pour les sessions, on a parlé normalement des bins et on a dit que le framework EGB c'est quoi en fait? C'est deux parties. Vous avez les bins, les entités que vous manipulez, les objets que vous manipulez, et vous avez les sessions. D'accord? Vous avez des sessions et donc à travers ces sessions-là, vous allez définir les interfaces qu'on a vues donc lorsqu'on a implémenté manuellement, qu'on a fait le code métier et lorsque on a créé la couche DAO Factory, si vous vous rappelez. Lorsqu'on a créé DAO Factory ou bien Singleton, on a créé une interface article, d'accord, et on a créé une implémentation de cette interface-là. Et donc à travers cette interface-là, lorsque je descends vers la couche web, je pourrais normalement enregistrer donc un objet. Si vous vous rappelez, donc, dans la couche web, dans la servlette, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré e-article comme étant par exemple DAO métier. Et à travers donc cette interface-là, je pourrais mettre par exemple DAO.add-article ou bien remove-article ou bien find-article, etc. D'accord? Et donc là, les sessions, en fait, ce sont des interfaces à travers lesquelles bien sûr, une interface et l'implémentation de l'interface, à travers lesquelles je peux accéder, d'accord, et je peux normalement manipuler les entités. Je peux enregistrer, je peux rechercher des entités, etc. D'accord? Donc, c'est ça le rôle de la couche métier. Et en fait, normalement, dans les EGB sessions, on ne va pas se focaliser sur, normalement, sur le code derrière. On va uniquement se focaliser sur le code métier. C'est-à-dire qu'on va se focaliser uniquement sur ce qu'on veut faire de l'application. On ne va pas normalement se focaliser par comment les choses se font. Parce que normalement, un framework, par défaut, quel que soit le type de framework, normalement, elle est faite pour se profiter des expériences des autres. Parce qu'il y en a des gens qui sont experts, qui ont travaillé durablement sur normalement le J2E, l'architecture J2E, et qui ont proposé des solutions qui sont en fait les solutions les plus
optimales possibles. D'accord? Et donc, pour nous, on va juste normalement utiliser ces solutions-là pour normalement se focaliser uniquement sur le métier, c'est-à-dire ce qu'on souhaite réaliser dans l'application. D'accord? Donc derrière, il y a tout un mécanisme derrière. On va essayer d'expliquer au fur et à mesure donc les choses, comment ça marche. Donc là, les EGB sessions, en fait, ou bien ce qu'on appelle les sessions BIM, ils sont des EGB de service. De service, c'est-à-dire, ils vont normalement nous servir pour manipuler les entités EGB, dont la durée de vie correspond à un échange avec un client. C'est-à-dire, le client, lorsqu'il souhaite réaliser donc un événement, lorsqu'il souhaite réaliser une tâche, il va contacter normalement cette session BIM, ou bien normalement les EGB sessions. Donc, elles contiennent des règles métiers d'application. Donc là, vous avez uniquement des règles métiers que vous allez apprendre. Et par suite, le code, ça va se générer automatiquement. Donc en fait, il y en a 3 types des EGB, on l'a défini donc la dernière fois. Donc vous avez 3 types des sessions BIM, ou bien EGB sessions. Donc vous avez normalement le stateless. Le stateless, en fait, ou bien ce qu'on appelle le BIM sans état. BIM sans état. Normalement, c'est en fait ce que, normalement, le client, lorsque vous avez un client, d'accord, on va générer donc un EGB session qui va normalement, un EGB session qui va normalement répondre aux besoins de ce client. En fait, ce qui arrive, c'est que lorsque vous avez plusieurs clients qui demandent le même service, le même EGB service, donc qu'est-ce qui arrive en fait? Il arrive donc ce qu'on appelle la montée en charge. C'est-à-dire beaucoup de clients qui vont solliciter le même service. D'accord? Donc ce qu'on appelle la montée en charge. Du coup, normalement, une application mal gérée, ça peut normalement être bloqué à un certain moment lorsque il y a beaucoup de clients qui vont se connecter à la fois à la même application. Donc, normalement, vous avez 3 niveaux pour gérer votre, normalement, EGB session. Vous avez 3 niveaux. Donc, ce que nous allons définir maintenant, c'est le stateless, sans état, donc un BIM sans état. C'est-à-dire un BIM, là où vous avez uniquement des méthodes, il n'y a pas des propriétés, donc vous ne gardez pas donc un état. Et normalement, vous avez donc un client qui va se connecter, il va trouver le EGB service, le EGB session, d'accord, devant lui. Un deuxième client, pas de problème. Donc, le même client va se connecter au même EGB service. Troisième client, la même chose. Mais dès que ça dépasse un certain nombre de clients, d'accord, ça va créer une deuxième instance. D'accord, ça va créer une deuxième instance. Et du coup, vous auriez pas. Donc là, pourquoi j'ai démarré avec le stateless? Parce que normalement, c'est le plus utilisé. D'accord? Donc c'est l'intermédiaire entre ce qu'on verra donc le singleton et le stateful. D'accord? Le stateless, normalement, c'est le plus utilisé. Ce que normalement, on utilise même EGB service, même EGB session. D'accord? À un certain moment, lorsque ça dépasse un certain nombre de clients, on va créer une deuxième instance. D'accord? Et normalement, le problème sera réglé. Donc là, pour traiter les requêtes de plusieurs clients sans garder un état, lorsque, par exemple, je veux, par exemple, réaliser un site commercial, par exemple. Est-ce que j'aurais besoin de garder l'état de client? Donc là, on se pose donc la question, est-ce que je veux normalement garder l'état de client? Donc, si je veux garder l'état de client, c'est-à-dire les informations concernant le client, donc là, je devrais utiliser le stateful. Normalement, c'est avec état. Si normalement, je veux juste répondre à la demande d'un client sans garder son état, je m'en fous de son état, je ne veux pas garder la trace du client qu'il a envoyé la requête. Donc là, c'est préconisé d'utiliser le stateless. D'accord? Et donc, tout dépend
de ce que vous voulez réaliser. Donc, si vous ignorez l'état du client qui a envoyé le requête, donc là, qui a envoyé la requête, donc là, on s'en fout, on va utiliser stateless, donc qui est normalement la plus utilisée en fait. L'avantage du type stateless est sa performance. C'est très performant. C'est un niveau intermédiaire, je disais, entre le singleton et entre le stateful. En effet, plusieurs clients utilisent la même, plusieurs clients, pas un seul client. Donc plusieurs clients utilisent la même instance. Mais dès que ça dépasse un certain nombre de clients, ça crée une deuxième instance, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, normalement, on gagne beaucoup au niveau de la performance. Et donc là, vous avez normalement le stateless. Ça, c'est un bin de session. Donc là, on a créé une instance. D'accord? On verra donc, après, lorsqu'on va déployer l'application, on verra le chemin de l'instance de session bin, etc. Donc ça crée une instance et ça répond aux requêtes des clients. Plusieurs clients qui vont envoyer donc la requête, plusieurs clients, on va utiliser la même instance. Mais normalement, lorsque cette instance sera encombrée, ça dépasse un certain nombre, on va créer une deuxième instance pour d'autres clients. D'accord? Mais ce qui est intéressant dans le stateless, c'est que lorsque je crée une deuxième instance, d'accord? Donc là, on utilise un protocole sans état, donc un bin sans état. C'est-à-dire, supposons que ça s'appelle client 1, qui a utilisé donc la première instance. Donc après, le client 1 va envoyer une deuxième requête. C'est pas obligé toujours pour cette instance. Il se peut qu'il va envoyer la requête pour la deuxième instance, parce qu'il n'y a pas de lien entre le serveur et le client. On garde pas l'état. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, supposons que ça, c'est instance 1. Et à un certain moment, on va créer une deuxième instance lorsque ça va dépasser un certain nombre de clients. D'accord? Le client 1 a priori la première requête et l'a envoyée pour la première instance. Mais la deuxième requête, maintenant j'ai deux instances, c'est pas forcément qu'il va se servir par la première instance. Il se peut qu'il sera servi par la deuxième instance. D'accord? Donc c'est la notion du cluster, si vous le connaissez. Donc normalement, pour le cluster, si j'envoie une requête, elle est traitée par une instance, a priori. Donc la deuxième requête, on ne sait pas quel cluster, quel bin de session qui va normalement répondre à ce service-là. Donc ça c'est pour le stateless. Donc un deuxième niveau, c'est le niveau le plus haut. Ça veut dire que je vais créer une instance pour chaque client. Et là, je garde l'état. Ça veut dire que ce client-là, tant qu'il est connecté, il est servi par le même service. D'accord? Tant qu'il est connecté, il est servi par le... C'est-à-dire que, ici, je garde l'état. C'est-à-dire, un client, il est servi par cette instance-là. D'accord? Donc, toujours, vous avez donc là, je suppose que ce client-là va envoyer une deuxième requête et il ne sera pas servi par la deuxième instance. Il va être toujours servi par la première instance. Donc là, ici, ce qu'on appelle bin avec état, le stateful. Donc, pour tenir une conversation avec un seul client, c'est-à-dire un seul client avec une seule instance. Donc là, on va établir une sorte de quoi? Une sorte de conversation. C'est-à-dire que le client va se communiquer uniquement avec l'instance et l'instance va répondre uniquement à ce client-là. Donc ça, normalement, on va garder l'état normalement du client au niveau de l'instance de bin session. Gardons un état entre deux requêtes. Donc le bin doit conserver les informations concernant le client durant l'exécution des méthodes. Donc, maintenant, je suppose que cet état-là, donc ce bin, normalement, ce bin avec état, normalement, il a des attributs, d'accord, que là, on les stocke pour garder les informations de client qu'il était connecté. Ce type de bin session consomme donc davantage de mémoire que le type stateless.
Parce que, bien sûr, en générant une instance, bien sûr, c'est normalement, on va encombrer la mémoire. Ça, c'est clair. D'accord? Et supposons qu'il y a des millions de clients qui vont se connecter. Donc là, automatiquement, vous avez des millions d'instances normalement, de billes de session. Ok? Et du coup, normalement, ça consomme. Mais tout dépend normalement du contexte de l'application que vous voulez normalement réaliser. Le dernier, c'est normalement normalement, le stateful, c'est ce qu'on a fait pour le DAO factory. Donc, si vous vous rappelez le DAO factory, donc c'est le même mécanisme, le même pattern qu'on a utilisé. C'est-à-dire pour chaque client connecté, je crée une instance. Chaque client, c'est ça le DAO factory. Donc chaque client, je crée une instance. Le dernier stade, c'est le niveau le plus bas. C'est le bin singleton. Le bin singleton, en fait, c'est quoi? C'est en fait, on va créer une seule instance pour tous les clients. Ça, c'est le plus basique possible. D'accord? Donc, une seule instance pour tous les clients, quel que soit le nombre des clients. Et je disais, ça, c'est le plus simple, le plus basique, parce que des fois, vous êtes ramené à faire des applications qui sont soi-disant qui ne demandent pas que plusieurs personnes soient connectées à la fois. Donc, du coup, on peut utiliser le singleton. Par exemple, une association vous demande, par exemple, de faire, je ne sais pas, un site qui va commercialiser un produit, par exemple. Et là, vous savez que le nombre de clients qui vont se connecter à ce site-là ne va pas dépasser donc des centaines à la fois. Donc là, si j'exagère, donc il ne va pas dépasser des centaines de clients. Et donc à ce moment-là, je peux utiliser le singleton. Donc il va créer une seule instance, bon, 100 clients et seront servis, il n'y a pas de problème. Mais là, lorsque vous, par exemple, vous envisagez à faire un site là où que vous estimez que plusieurs clients peuvent se connecter à un certain moment, d'accord? Et il faut normalement derrière choisir donc stateless ou bien stateful. Et donc là, ce qui est le plus optimisé, le plus utilisé, c'est le stateless. Le stateless, c'est normalement le plus utilisé et le plus optimisé. D'accord? Donc, normalement, on va s'arrêter pour le cours, on va s'arrêter là. Donc, on va voir donc les EGB sessions et on va normalement essayer de lier la couche EGB, la couche métier, qu'on a utilisée avec le framework EGB, avec la couche web qu'on a déjà réalisée donc avant. Voilà, donc on va faire un petit démo pour voir comment on va manipuler les sessions à l'intérieur d'un projet EGB. Donc on va reprendre ce qu'on a fait la dernière fois, on va créer un nouveau projet EGB, donc File New EGB Project. Voilà, on va l'appeler article EGB. Ok. Voilà, donc finish. Donc tout d'abord, on va essayer normalement d'ajouter la couche GPA. Donc la couche GPA, donc on va cliquer par le bouton droit. On a vu ça la dernière séance. Donc propriété. Et là, on va chercher project facet. Et on va cliquer sur GPA. Donc ça nous permet d'ajouter une couche, un module GPA à l'intérieur de mon projet EGB. Voilà, donc comme vous pouvez constater, donc vous avez un module qui vient d'être ajouté, qui correspond à GPA. Donc ce qui est intéressant, c'est que normalement vous avez un fichier persistence.xml. Donc ce fichier-là, on a vu la dernière séance comment peut-on le configurer.
Donc là, on va mettre connection. Donc ici, je vais me baser sur un data source. En fait, normalement, ici, je vais écrire le nom qui sera publié dans l'annuaire. Et du coup, donc ici, je vais écrire java /ds article. En fait, ça, c'est normalement, ça, c'est le nom de notre data source. Et donc là, je donne le chemin pour qu'il soit publié dans l'annuaire GNDI. Donc ici, je vais choisir GTA. Donc là, je vais aller vers Schema Generation. Donc là, je vais choisir Drop and Create. Et donc là, l'action Drop and Create, ça permet en fait, comme je disais la dernière fois, lorsque vous allez publier votre base de données, ou bien lorsque vous allez redéployer votre projet, ça va normalement supprimer les anciens tables et créer des nouveaux tables. Donc voilà, donc là la source. Ok, donc là vous avez le persistent unit, l'unité de persistance. Donc après on va l'utiliser lorsque on va lier notre session bin, d'accord, avec la couche GPA. Et donc déjà vous avez le GTA Data Source, d'accord. Donc là ici vous avez le nom qui sera publié dans l'annuaire, c'est DS article. En fait, ce nom-là, ça devrait correspondre au nom du data source qu'on a déjà créé. Et du coup, pour créer le data source, en fait, je reviens sur l'architecture qu'on a vu la dernière fois. Elle est où l'architecture? Voilà. Donc ici, donc, vous allez normalement pour se connecter à la couche ou bien pour créer une couche GPA. Donc là, il faut créer un data source et ce data source normalement devrait être publié dans l'annuaire GNDI parce que en fait, les composants métiers doivent accéder donc via donc l'annuaire GNDI va accéder en fait à l'objet data source. Ceci dit que le data source, en fait, c'est un objet séparé par rapport à la couche métier. Et normalement, la définition de ce data source devrait se faire au niveau de standalone.xml. Et du coup, je vais revenir vers standalone.xml pour vérifier donc l'existence du data source qu'on a déjà créé la dernière fois. Donc ici, je vais aller vers File Set Configuration, standalone.xml. Voilà, je vais chercher sur les data sources. Data sources. Voilà. Donc là, on a donc un data source par défaut. Ça, c'est par défaut. Et vous avez donc le deuxième data source qu'on a créé la dernière fois. C'est en fait, normalement, ce data source est publié dans l'annuaire avec le Java /ds article. Normalement, ça devrait être le même nom, ça devrait être le même nom que le nom déclaré au niveau de GTA Data Source, ici. Ok? C'est bon? Maintenant, je suppose que je vais vérifier normalement le data source. Est-ce qu'elle est bel et bien connectée? Donc là, tout d'abord, je vais lancer le conteneur web WAMP pour démarrer le service MySQL. Et donc là, pour tester la connexion, d'accord, donc là, normalement, on est censé utiliser donc l'interface manager. Donc l'interface manager, je vais essayer de démarrer le serveur d'application. Start. Donc,
j'ai pas encore publié ou bien déployé l'application article EGB. Je vais juste lancer le serveur. Voilà. Donc déjà vous avez une interface management interface qui écoute sur l'adresse donc 127.0.0.1, l'adresse locale, 80 sur le port 99.80. Donc déjà on peut utiliser donc cette interface là pour tester si normalement le data source peut se connecter à notre base de données. Donc là je vais utiliser le localhost 2.99.90. Et donc là, pour utiliser ce console-là, donc on devrait normalement déjà créer un utilisateur. On a déjà fait ça donc la dernière séance. Voilà. Donc là, je vais aller vers configuration, subsystems, data source. Donc là, normalement, je suis censé trouver deux data sources. Donc ça, c'est donné par défaut. S'il vous plaît, il ne faut pas tenter de supprimer ça. Quoique vous n'allez pas utiliser, donc là, il ne faut pas le supprimer. Ça va générer des erreurs lorsque vous allez déployer par suite votre application. Et donc là, on vérifie bien qu'il y a donc déjà un data source. D'accord? Que normalement, vous avez sur le fichier standalone.xml. En fait, on va juste tester la connexion. D'accord, donc là, successfully created JDBC connection. Donc c'est déjà connecté. Donc là, je vais accéder vers MySQL, localhost php myadmin. Donc là, on a déjà créé la dernière fois la base de données. Gestion. OK. Donc, ce que nous allons faire, c'est en fait, on va normalement supprimer donc cette base de données. On va supprimer cette base de données et on va créer une nouvelle base de données vide. Donc, gestion, je coche gestion, supprimer. Et on va créer une nouvelle base de données gestion qui est vide. Donc, je suppose que je vais normalement créer les tables de cette base de données à partir des entités que nous allons créer par suite. Ok, donc là, on va essayer de créer les entités pour qu'elles soient normalement, pour que ces entités-là soient transformées en tables dans la base de données. Donc là, je clique par le bouton droit, New, GPA entité. Donc là, normalement, soit que je vais normalement utiliser l'assistant GPA entité, soit que si je suis familiarisé avec la création des entités, donc là je peux directement appuyer sur classe et normalement créer l'entité. Normalement je vais créer donc l'entité dans le package com.medev.entities. Donc là, la première entité, c'est article. Next. Donc, je vais créer donc une clé primaire, langue. Donc ça, c'est référence, qui devrait être une clé primaire. Et là, je vais créer string. Ça, c'est pour catégorie. Donc ici string, ça c'est sub-catégorie. Vous avez double. En fait, ça c'est le prix. Et vous avez le int qui devrait être la quantité. Et finalement, je vais terminer avec string, qui est donc normalement une description de l'article. Voilà. Donc, j'appuie sur Finish. Normalement, une fois que j'ajoute
l'entité, je devrais normalement trouver la déclaration de la classe au niveau de le fichier persistence.xml. D'accord? Donc, si vous le faites manuellement, c'est-à-dire si vous avez passé à travers normalement une classe, une simple classe, il fallait l'ajouter. Donc, normalement, ce que nous allons faire par suite, c'est qu'on va lier ce projet article EGB avec le projet normalement TP3. D'accord? Et donc là, dans le TP3, on a utilisé normalement deux entités, le article et le user. Et donc ceci dit que nous allons créer donc le user aussi comme étant donc une entité. Donc là, je clique par le bouton droit. D'accord? Et là, je passe à travers la classe pour voir comment peut-on déclarer manuellement donc une entité sans passer par l'assistant. Donc là, je vais utiliser donc comme nom article. Déjà créé, donc là on va utiliser le user plus tard. Donc là, le user, donc c'est une classe. Donc une entité, en fait, ça devrait être commencé par la notation arrobasque entité. D'accord? Et donc ici, normalement, vous allez déclarer les attributs private, int ou bien long id, qui sera une clé primaire. D'accord? Ça veut dire que là, je vais normalement donner comme annotation donc le id. Ça, c'est le id. Et ça sera auto-increment. Donc, c'est generated value est égal. Donc là, je vais déclarer une stratégie. Putain. Donc là, je vais déclarer une stratégie. Donc, stratégie est égal identité. Donc ça, c'est pour la clé primaire. Et je vais déclarer le login comme étant string login. Et je vais déclarer string, donc ici, le password. Donc, normalement, il faut mettre dans la tête que il faut toujours, normalement, pour une entité, il faut toujours qu'il ait une clé primaire. Donc ça, c'est très intéressant parce que après, on va normalement manipuler donc les entités par le entity manager. Et là, pour normalement faire la persistance de l'objet et pour chercher un objet, donc il faut normalement le faire à travers son adresse ou bien sa clé primaire. Et du coup là, je vais normalement importer le JavaX Persistence. Et là, je vais générer en fait les getters et les setters. Select all. Et un constructeur en fait sans paramètres. Ok. Donc, une fois que je termine avec l'entité, qu'est-ce que je devrais faire? En fait, je devrais aller vers persistence.xml. Là, il me dit que, en fait, normalement, vous avez créé donc l'entité, mais normalement, vous ne l'avez pas listé au niveau de persistence.xml. Donc là, il faut l'ajouter au niveau de persistence.xml. Donc là, je vais ajouter donc la classe de l'objet, donc normalement le user, ici le user. Donc c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, en fait, on va déployer uniquement ce projet-là, le projet article EGB sur le Wildfly pour générer la base de données. Donc là, le add and remove. Donc là, je vais déployer article EGB. C'est bon. Donc là, on va vérifier s'il a déjà généré donc, les tables de la base de données. Voilà. Donc là, vous avez gestion, vous avez article et vous avez le user.
en fait, elle a généré automatiquement les deux tables à partir des entités. Donc, ceci dit que normalement, pour les entités, il y a donc pas mal d'annotations que vous pouvez tester. Par exemple, si vous voulez, par exemple, modifier le nom de la table, donc là, il le prend par défaut, c'est le nom de la classe. Mais c'est pas toujours obligatoire. Donc là, vous pouvez passer par l'annotation table. OK? Et là, vous allez mentionner donc le name. Le name, par exemple, utilisateur. Utilisateur. Donc là, on peut changer le nom de la table à travers cette annotation. Et donc là, il suffit maintenant d'aller vers article EGB et mettre full publish. Et ça va redéployer donc l'application. Voilà. Donc on va tester. Voilà, donc il a changé. Donc là, normalement, il a changé, il a créé donc une nouvelle table qui s'appelle utilisateur. D'accord. Voilà, donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que en fait on va attacher donc avant d'attacher, en fait on va créer en fait les sessions BIM qu'on vient de voir dans le cours. Donc on va créer donc ces sessions BIM. D'accord. On va créer ces sessions. En fait, on a dit que les sessions BIM, normalement, si vous vous rappelez bien, lorsque on a fait le design pattern singleton et DAO factory, donc on a déclaré en fait une interface dans laquelle on a défini les méthodes qu'on va utiliser, et par suite on a défini une classe qui implémente cette méthode, et dans cette classe là on a défini en fait, donc là je vais revenir sur ce qu'on a fait, donc là sur DAO factory, donc là on a défini une interface e-article qui possède les méthodes. Et ces méthodes-là, on va les implémenter dans le e-article implementation. D'accord. Et donc là, on a utilisé donc tantôt le singleton, tantôt on a utilisé le DAO factory. Et on a préparé en fait les requêtes, etc. Donc là, ça, on ne va pas le faire. C'est la couche métier ou bien c'est normalement le conteneur EGB qui va le faire à notre place. Donc là, je vais normalement créer des sessions BIM. Et donc là, je vais en fait créer tout d'abord une interface. Donc la différence maintenant, c'est qu'en fait, on ne va pas créer une seule interface, comme on l'a fait donc manuellement. Donc on va créer deux interfaces. La première interface, en fait, c'est l'interface locale. Et la deuxième interface, c'est l'interface remote. En fait, l'interface locale, ça permet en fait de se lier avec normalement le même projet empaqueté. C'est-à-dire après, donc on va assembler le projet article EGB avec le projet en fait TP3. Ça c'est la couche web et ça c'est la couche métier. En fait, ça va devenir un seul projet. Et du coup, donc, on va utiliser l'interface locale. Mais si vous allez utiliser donc un autre projet externe, ce que vous allez faire, c'est que normalement, on va utiliser l'interface remote. Et les deux interfaces devraient normalement posséder les mêmes méthodes. En fait, on va créer la première interface, c'est le e-article. Donc là, je vais déclarer EGB. EGB local. Finish. En fait, je vais normalement le séparer par rapport aux entités. Je vais créer donc un package qui s'appelle comme point midvi point session, dans lequel je vais mettre l'interface locale. Ok. Ok.
ici, pour l'interface, normalement, c'est l'interface locale. Donc là, je vais utiliser la notation locale. OK. Et donc là, on va tester donc une méthode public void add article. Et là, je vais ajouter article A. Donc en fait, article, c'est l'entité. Donc là, je vais importer com.midview.entité. Par suite, on va tester une autre méthode, public list des articles. On va récupérer tous les articles. Donc ici, article, get all article qui contient pas de paramètres. Donc liste, je vais importer java.util. Donc en fait, les mêmes méthodes seront utilisées pour la deuxième interface qui est l'interface remote. La différence, c'est que en fait, l'interface locale, c'est pour normalement accéder à ça permet en fait d'accéder aux éléments de projet normalement à l'intérieur du même projet. Et donc l'interface remote, normalement, ça permet d'accéder via donc des applications qui sont distribuées. Donc à ces articles, plus tard, donc là, article EGB remote finish. Donc là, je vais utiliser la notation remote. Et là, je vais déclarer les mêmes méthodes que l'interface locale. Il nous reste maintenant à déclarer le GB session. Donc là, soit je passe par session bin, ou bien je peux normalement le créer à partir d'une classe. Donc classe, et là, donc là, ça devrait être article EGB implémentation. Donc on a dit que une session, normalement, ça devrait, une session bin, ça devrait normalement, vous avez trois niveaux, soit le stateless, soit le stateful, soit le singleton, comme on a vu dans le cours. Et donc là, on va utiliser le stateless. Et là, je vais implémenter, comme on l'a fait donc pour le design pattern singleton et DAO factory. Donc là, je vais implémenter les deux interfaces, le article local et le article, donc là, remote. Donc là, je vais implémenter les deux interfaces et par conséquent, je devrais redéfinir les méthodes. Donc là, normalement, pour qu'on puisse faire la persistance de l'article, en fait, on devrait utiliser, donc là, je vais revenir sur l'architecture. Voilà. Donc là, normalement, pour qu'on puisse utiliser donc le session bin, on devrait se connecter avec le entity manager de GPA. Donc la couche GPA est liée à un data source, d'accord, et ce data source normalement elle est liée à la base de données. Donc là, pour que un objet entité soit persisté dans la base de données, donc là je devrais passer par la session bin et normalement à travers l'entité manager qui va normalement faire appel au data source pour pouvoir le persister au niveau de la base de données. Voilà, donc là je vais déclarer private entité manager EM, et donc ce EM là, cette entité manager, normalement, je vais déclarer le contexte de persistance, donc @persistence context.
Et donc, persistence context, en fait, persistence context, ça nous permet de lier, en fait, à l'unité de persistance, qu'on a déclarée dans persistence XML. Donc là, il se peut que, normalement, j'aurai plusieurs unités de persistance, et du coup, chaque unité de persistance possède un nom, donc qui sera déclaré dans l'annuaire. Et là, normalement, si j'ai plusieurs unités de persistance, je devrais normalement ajouter le nom. Donc, quoique maintenant, c'est facultatif. Donc là, c'est facultatif parce qu'on a une seule unité de persistance. Mais c'est bien de le faire pour montrer l'utilité. Et donc là, le name est égal. Donc, c'est article EGB. Voilà. Donc, maintenant, il suffit maintenant de persister les éléments, donc à travers entité manager, em. Donc là, je vais faire appel à la méthode persist. Donc là, vous avez pas mal de méthodes que vous pouvez trouver sur entité manager. Donc persist. Et là, je vais normalement choisir un. Donc ici, je vais utiliser donc là, au niveau, normalement pour le GPA, donc ça utilise, normalement, je reviens. Donc là, pour le GPA, ça utilise normalement en fait Hibernate. Et donc Hibernate, vous avez donc tout un type de requête qui s'appelle HQL. En fait, c'est différent par rapport à SQL que vous connaissez. Et du coup, je vais utiliser le entity manager.create en fait query. Create query. Et là, je vais passer donc ma requête. C'est en fait c'est select A que je vais le mapper avec article. Select A from article A. Donc, normalement, em.createQuery, ça permet de renvoyer un query. Un query. Donc là, je disais par exemple, query est égal à ça. Donc, change shape of query to query. Donc là, je vais normalement modifier l'importation. C'est en fait, normalement, il faut être vigilant en choisissant l'importation. C'est Java X Persistence. Voilà, et donc ça va nous retourner donc un query.getResultList. Et donc là, getResultList, ça va vous tourner donc en fait une liste qui contient donc des articles. Voilà. Donc là, je suppose que j'ai fait donc l'implémentation. Là, vous voyez, donc là, on ne va pas définir beaucoup de choses. Donc ici, normalement, il suffit d'utiliser l'entité manager. Et donc, sachez que derrière, vous avez donc toute une gestion des transactions, de beaucoup de choses, normalement, qui se fait à travers le conteneur EGB. Ok, donc là, je vais déployer le projet à nouveau. Donc là, je clique par le bouton droit, Full Publish. Voilà, donc là, ce que vous pouvez observer, c'est que normalement dans l'annuaire, ça ce sont donc les références des objets dans l'annuaire. Et là, vous avez la session qui est normalement publiée dans l'annuaire, qu'on peut l'accéder à travers le e-article EGB remote. Et là, vous avez une autre, normalement. Vous avez donc
Ça, c'est pour le global. Ça, c'est pour l'application. Et vous avez normalement, ça c'est pour normalement l'implémentation. Donc ça c'est déjà publié dans l'annuaire. Donc c'est bon. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que on devrait maintenant assembler le projet EGB, qui est en fait la couche qui correspond à la couche métier, avec le TP3. Donc là, je vais supprimer la couche DAO, j'aurai plus besoin. Donc là, je vais créer donc un deuxième, je vais garder une copie de ça. Donc là, je vais créer un TP4. Voilà. Je vais garder une copie de TP3, on ne sait jamais, donc on aura besoin par suite. Donc là, je clique sur propriété, je vais changer le contexte. Alors, donc context root, TP4, il devrait avoir le même nom que le projet. Ok. Donc, ce que nous allons faire maintenant, on va se débarrasser de la couche DAO. Donc, plutôt donc ici. Donc ici, je vais me débarrasser de la couche DAO. J'aurai plus besoin. Donc dans la couche métier, je vais me débarrasser de article. Maintenant, donc le article et le user, ce sont des entités déclarées dans la couche métier. Et au niveau de la couche web, donc là, je vais commencer par le index. Index, donc là, je vais me débarrasser de tout ça. Donc le DAO Factory, j'aurai plus besoin. Donc le DAO Factory aussi, donc j'aurai plus besoin. Et là, je vais normalement supprimer tout ça, donc même le article et le user, parce que on va pas utiliser, donc ça n'existe pas. Je l'ai supprimé de la couche métier du projet web. Et je vais utiliser à leur place, je vais utiliser les entités de la couche métier EGB que je viens de créer. Ok. Donc là, je supprime tout ça. Donc j'aurai plus besoin de ça. Mais là, donc, normalement, qu'est-ce que je devrais normalement faire? Je devrais normalement, pour que je puisse normalement persister donc l'objet article par suite, donc cet objet-là, article, que je viens de créer à travers les informations du formulaire, pour que je puisse le sauvegarder dans la base de données, je devrais passer par l'interface locale qu'on a utilisée dans les sessions bin, donc l'interface locale. Et pour que je puisse utiliser cette interface-là, je devrais normalement faire la dépendance de projet TP4 par rapport à article EGB. C'est-à-dire que je devrais normalement établir un lien entre le TP4 et l'article EGB. Donc là, je clique par le bouton droit et je clique sur propriété. Donc là, je vais chercher le buildpath, Java buildpath. Et donc là, dans l'onglet projet, je vais ajouter quoi? En fait, je vais ajouter l'article EGB. L'article EGB, donc, parce que plus tard, on va utiliser l'interface locale. Et donc là, on devrait injecter les dépendances par suite dans le TP4. D'accord? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on va normalement on va créer en fait, c'est comme on l'a fait pour le DAO Factory et le singleton. Donc on a besoin de l'interface qui se trouve au niveau de la couche métier. D'accord? Et donc là, je vais mettre private. Et là, je fais appel à article EGB local. Donc là, vous voyez que les objets
En fait, et article EGB local et article EGB remote, deux articles EGB, normalement, je peux les accéder parce que j'ai déjà fait la liaison entre TP4 et article EGB. Donc là, je peux normalement utiliser cette interface-là. Donc là, je vais l'appeler métier EGB pour la distinguer par rapport à métier de validation. Et normalement, pour faire l'injection des dépendances, je vais utiliser la notation EGB. Donc, je vais importer le EGB, c'est bon, ça passe. Il y a donc un problème apparemment là. Organize import. Donc apparemment on a un problème dans les importations. Donc la validation, je vais la supprimer, donc plus tard je vais l'importer. Je sais pas d'où vient ce problème-là. Là pour le TP4. Bon, normalement, j'ai établi la dépendance avec l'article EGB. Donc là, je devrais normalement organiser donc les importations. Donc quelque chose qui cloche. Donc là, je vais essayer de supprimer ces importations et je vais les réimporter par suite. TP servlet. Normalement, je vais annuler tout cela. Et je supprime le TP4. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a gardé donc une copie de TP3. Donc là, je vais normalement recopier TP3. Putain, donc TP3 et je vais prendre une autre copie. Donc c'est TP4. Donc là, je vais changer le contexte.
Donc là, ça devrait avoir le même nom que le projet. Donc jusque là c'est bon. Donc là je vais normalement supprimer la couche DAO Factory, j'aurai plus besoin. Je vais supprimer donc les objets. Donc là j'aurai plus besoin de ça. DAO Factory aussi j'aurai plus besoin. Donc là pour les importations, je vais normalement supprimer ces importations. Et là je vais créer donc private. Donc ici je vais utiliser l'interface locale. Donc là avant donc il fallait normalement se lier avec le projet donc Java Build-Pat. Donc add project, je vais ajouter le projet EGB pour que je puisse normalement invoquer les méthodes de ce projet là. Donc i article EGB local. Donc là je vais l'appeler métier EGB. Donc même erreur que tout à l'heure. Donc là je vais mettre ici @EGB. Ok, donc là je vais supprimer ça. Alors donc voilà, donc là je vais voir les importations possibles. Donc là pour le login, je vais l'importer depuis les entités de la couche métier. Article aussi. C'est une entité. Et là, je ne vais pas utiliser le DAO, je vais utiliser métier EGB. Add article. Et là, vous allez mettre la même chose. Donc ici, c'est métier EGB. Métier EGB. Get all article. Donc, je sais pas si on a modifié donc le point. Get all article, c'est ça. Donc en fait, ce que normalement on va changer pour le modèle, on va changer les types normalement des articles parce que dans le modèle, on a ajouté des articles de la couche métier normalement qu'on a ajouté manuellement. Et du coup, là dans le modèle, je vais supprimer donc cette importation là et je vais l'importer depuis l'entité. Conformité pour entité. Donc normalement c'est déjà créé, je vais juste vérifier. Donc je vais supprimer ça. Ok, c'est bon maintenant. Donc on a fait donc les choses nécessaires, donc je vais supprimer donc probablement ça on l'a pas utilisé. C'est déjà souligné en jaune. Donc c'est pas utilisé, je vais éliminer ces importations. Donc en fait, ce qu'on a fait en fait, c'est que on a créé donc normalement on a déclaré métier OGB comme étant donc une interface de OGB locale et on l'a précédé par la notation OGB pour faire l'injection des dépendances
avec la couche métier. Et par suite, on a changé le DAO Factory. Donc là, surtout pour ces objets-là, normalement, on a changé l'importation de articles et de user, que normalement, on les a importés de la couche EGB. Ce sont des entités, en fait, com.midv.entities. Et au lieu de DAO Factory, donc on a utilisé le EGB, le métier EGB, pour normalement, pour faire la persistance. Ok. Donc maintenant, donc je suppose, voilà, donc on devrait même changer au niveau de index. Voilà, donc on devrait changer l'importation. Donc là, je vais prendre l'importation com.midv.entities article et je devrais la déclarer pour normalement le index.jsp. Donc voilà. C'est bon, donc là, je suppose que on a fait les modifications nécessaires. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va empacter ces deux projets, la couche métier et la couche web, dans un seul projet. Et donc là, on va utiliser un NIR, donc un Enterprise Application Project. Donc on va appeler, voilà, IR article. Donc là, normalement, le IR, c'est un projet qui va uniquement comporter, donc, qui va assembler deux projets. Donc le article EGB, c'est la couche métier, et le TP4, en fait, c'est la couche web. Donc, rien de spécial. Donc, on va faire que assembler les deux, en fait, les deux projets. Donc là, vous avez dans le module, vous avez deux projets. Vous avez le EGB, c'est article EGB.jar. Donc ça, normalement, ça va générer un .jar. Et la couche web, c'est le TP4.war. Donc ça, c'est le web. Ok. Donc, pourquoi on a utilisé donc un projet empaqueté? C'est que en fait, on va plus tard, on va le déployer au niveau de serveur d'application. On ne va pas utiliser maintenant que la couche métier. On va déployer le IR. Et dans le IR, vous avez les deux projets, en fait, la couche métier et la couche web. Finish. Voilà, donc là, je vais redéployer les deux projets empaquetés pour générer un seul projet, un grand projet, qui est en fait le projet IR. C'est bon? Et donc là, du coup, donc normalement, on pourra accéder à ce projet normalement via, puisque le projet contient les deux couches web et métier. Donc, a priori, on va accéder à travers la couche web qui comporte en fait la servlette. Donc là, la servlette, c'est elle qui me permet en fait qui sera donc l'interface avec le client, donc à travers la servlette. Et là, donc ça se trouve dans le contexte TP4. Donc là, je vais utiliser localhost. Donc là, je vais voir dans le port 80-85. Donc le contexte TP4 index. C'est bon, tout est bien. Donc là, on peut tester déjà. Donc ajouter un article. Donc là, c'est loisir, par exemple, guitare, pré-unitaire. Donc là, je vais choisir n'importe quoi. Donc la quantité. Donc là, j'écris donc bon article, par exemple. Ça, c'est juste pour tester, en fait, ajouter un article. Donc déjà, on a donc une erreur. Donc c'est au niveau de, on va voir, donc Java X. EGB, donc exception, c'est au niveau de la couche EGB. Et donc là, vous avez Java X persistence, exception. Donc là, vous avez le ID S for this class must be
manually assigned. Et donc là, en fait, on a un problème de génération de l'ID parce que, en fait, je vais revenir sur le projet EGB qu'on a déjà créé. Donc là, on va voir les modules, les entités. Donc là, pour l'article, en fait, on a déclaré le ID, mais donc on devrait normalement, si vous voulez, donc, en fait, soit on va utiliser l'incrémentation automatique, c'est-à-dire que c'est le système de base de données qui va normalement s'occuper d'ajouter automatiquement, qui va incrémenter automatiquement le ID, soit qu'on devrait le préciser manuellement. Et donc là, normalement, ce qui est demandé, c'est normalement le ID for this class must be manually assigned before calling save. C'est-à-dire avant de persister, il faut normalement ajouter le ID, quoique normalement c'est pas auto-increment, c'est-à-dire c'est manuellement qu'il faut normalement le donner. Et du coup, là je vais ajouter ici arrobas generated value. Stratégie, je vais normalement utiliser identité pour qu'il soit normalement auto-increment au niveau de la base de données. Et donc là, je suis censé de faire file publish pour faire la mise à jour. Donc là, uniquement pour le here, pour le projet, file publish. Voilà, donc j'attends que le déploiement se termine. Ok, donc là, je fais appel à ma servlette. Donc là, j'ajoute un article. Donc c'est bien d'avoir ces genres d'erreurs pour pouvoir les rectifier. Donc là, il faut que le ID soit auto-increment, soit que vous allez le préciser automatiquement. Bon, article. Ajouter. Le voilà, donc c'est déjà fait. Donc c'est bon, ça passe bel et bien. Donc il n'y a pas de problème. Donc là, instrument par exemple. Instrument, guitare. Donc là, je vais utiliser, donc, je ne sais pas. Donc, OK. Un autre article, etc. Donc, c'est bien, ça se fait bien. Donc maintenant, ce que nous allons voir, c'est qu'en fait, on veut, ça c'est très intéressant, on veut se débarrasser en fait de Eclipse pour normalement faire la phase de déploiement au niveau du serveur. Donc là, je vais en fait, avant de fermer, je vais en fait externaliser le projet here.article. Je vais l'exporter sous forme d'un here file. Et donc là, je garde le même nom. Je vais normalement le mettre au niveau, par exemple, je vais choisir le D par exemple. Je vais normalement le stocker ici. Has been modified, ok. C'est bon. Donc maintenant, donc là, comme je disais tout à l'heure, donc pour se débarrasser de Eclipse, en fait, on va normalement utiliser que le serveur d'application externe. Et ça c'est très intéressant. Lorsque vous allez terminer par suite l'application, il faut normalement la déployer sur le serveur sans utiliser le Eclipse. Et du coup là, je vais aller vers le JBoss with Fly. Et je vais lancer manuellement donc le serveur. Donc là, je vais aller vers C, là où je mettais donc JBoss. Et je vais choisir with Fly, la version 11, que j'utilise donc avec le Eclipse. Et donc là, je vais chercher le standalone.bat. Voilà. Donc à partir de ça, on va lancer le serveur d'application. Donc ça va se lancer indépendamment de Eclipse. Donc là, comme vous voyez, donc c'est déjà en fait
on a déjà déployé le projet, donc ça reste dans les fichiers donc, de déploiement, dans le dossier de déploiement, ça reste. Donc en fait, ce que nous allons faire, on va le supprimer manuellement pour qu'on fasse la tâche dès le début. Donc là, je vais aller vers Standalone, Deployment. Là, a priori, je devrais trouver le projet, donc c'est ça. Donc c'est déployé. Le article.deployed. Donc là, je vais le supprimer. Comme ça, le prochain démarrage, je ne vais pas normalement le déployer automatiquement. Donc je veux que je fasse le déploiement d'une manière manuelle. Donc là, je cherche toujours le standalone.bat. Et là, je vais relancer le serveur. Voilà, donc elle n'a pas publié, donc elle n'a pas encore publié donc le projet IR. Donc ce que nous allons faire, c'est que à travers l'interface de management, on va y aller vers le déploiement. Donc déjà, donc on peut normalement reconfigurer si jamais donc on veut normalement déployer cette application dans un autre ordinateur, à part l'ordinateur qu'on a testé, donc l'application. Donc on peut créer donc déjà un data source. On peut le créer. Donc là, puisque normalement c'est le même serveur qu'on a utilisé tout à l'heure, donc déjà le data source existe déjà. Mais quoique si vous avez donc un autre serveur là où vous allez déployer, que vous allez par suite déployer l'application à part normalement l'ordinateur sur lequel vous avez travaillé. Donc là, il fallait normalement ajouter un data source avant de passer vers le déploiement. Donc là, je vais chercher le projet IR qu'on a déjà exporté. Donc là, normalement, je vais passer par le New Deployment. Next. Donc là, je cherche le projet IR. Ça se trouve sur le disque local D. Donc là, je vais le chercher rapidement. Voilà, donc le IR. Donc là, je clique sur Next. Finish. Voilà, donc le IR successfully deployed. Donc c'est déjà déployé. Donc à partir de ça, donc maintenant vous pouvez, sans passer par le Eclipse, vous pouvez normalement aller voir donc l'application sans aucun problème. Voilà. Donc là, sans passer maintenant par Eclipse. Donc une autre chose intéressante, c'est que en fait là, c'est pas toujours censé normalement déployer l'application sur un serveur local. Et du coup, normalement, si vous le mettez sur une autre machine distante, normalement, il faut récupérer son adresse IP qui est a priori statique et là, normalement, la configurer donc dans les interfaces. Et donc là, je vais vous montrer comment peut-on configurer donc une machine distante. Donc, a priori, ici, vous allez passer à travers des interfaces. Et donc là, vous allez définir ici les ports. Quoique que normalement, vous avez donc des interfaces que vous pouvez changer. Ça, c'est pour le management, ce qu'on a utilisé tout à l'heure. D'accord, pour déployer et créer le data source. Et ça, c'est le public. C'est à travers cette interface-là que on accède à notre application. C'est-à-dire ici, par défaut, c'est localhost. Et c'est d'où la raison de mettre ici le localhost. Donc ça veut dire que notre application elle est déployée sur c'est-à-dire sur la même machine, c'est le serveur local. Mais quoique je suppose que après vous allez utiliser une autre machine, vous allez déployer sur une autre machine, et donc là vous allez normalement mettre l'adresse IP de l'autre machine, par exemple 182.168.1. je sais pas 30 par exemple. Donc là je suppose que ça c'est l'adresse IP de l'autre machine.
Et donc là, normalement, vous allez normalement, vous allez changer ça au niveau de standalone.xml. Et après, vous allez enregistrer et redéployer en fait, ou bien redémarrer votre serveur pour qu'il puisse faire les changements nécessaires. Donc là, je passe toujours par le bin. Donc standalone.xml. Pardon. Donc maintenant, on a changé l'interface d'écoute et a priori, on ne devrait pas y accéder. Donc déjà, vous avez un problème ici parce que il tente de trouver donc normalement les composants, alors que l'adresse normalement utilisée c'est le localhost. Mais là, je suppose que vous avez donc une adresse IP de 192.168.1.30 qui est en fait l'adresse de la machine. Donc normalement, ça va passer comme ça. Donc là, je vais changer les standalone.xml. Je vais normalement les changer par les localhosts. Voilà. Donc là, je vais utiliser donc l'adresse localhost 127.0.0.1. Donc parce que là, on utilise l'application sur la même machine. Ok. Donc c'est bon. Donc on peut maintenant redémarrer notre serveur. D'application. Et à partir de ça, donc maintenant, on peut accéder à notre interface web sans faire recours à Eclipse. Voilà, c'est déjà fait. Donc ça, ce sont les adresses sur l'annuaire. C'est déjà fait, donc c'est bon. Donc là, on peut passer par ça. Ok, c'est bon. Donc on va terminer par rapport à ça.